Alors, première partie, notre système économique. Alors je dirais, et j'aime bien cette phrase, ce proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et oser regarder cette histoire économique pour à la fois voir le bon grain et livrer. Et quand on voit le début du capitalisme, comme vous disiez, il faut s'imaginer, se remettre en arrière et penser au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'homme et la vie sociale étaient dans un rythme très saisonnier, très cyclique, très répétitif, avec des famines, avec des épidémies. Et il y avait sûrement une aspiration à l'époque de sortir de ce carcan et de se dire mais est-ce qu'on ne peut pas mieux maîtriser notre avenir? Est-ce qu'on ne peut pas prendre à bras le corps ces défis? Et je dirais tous les progrès techniques qui ont amorcé la révolution agricole étaient mus, à mon avis, par cet esprit et cette volonté de vouloir avoir des conditions de vie meilleures. Et petit à petit, je me dis souvent, ces débuts du capitalisme, c'était des personnes qui avaient un rêve, qui avaient un projet, qui se disaient on y va, on va mettre nos billes ensemble, on va mettre notre argent ensemble et on va créer quelque chose, on va essayer de produire quelque chose. Et quand on relit les écrits d'Adam Smith en 1776, on voit très bien recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il y a un enrichissement, d'où ça vient, comment ça se passe. Et je dirais dans cette première période du capitalisme qui était à taille humaine, parce que les personnes apportaient tout ce qu'elles étaient. Elles apportaient leur argent, et elles apportaient leur savoir-faire, et elles se mettaient ensemble. Donc j'allais dire, cet aspect intégrité intégrale était là. Et je dirais, il y avait même une promesse, on pourrait dire au sens biblique, d'un avenir meilleur. Va vers la terre promise, crée. Il y avait quelque chose, et d'ailleurs, l'esprit du protestantisme a bien montré ça avec Max Weber, à quel point c'était une bénédiction de Dieu que de s'enrichir. Il était là, il était présent et il aidait. Je dirais ça, c'est dans je parle de l'élan. Et à côté de ça, petit à petit, et en même temps, le bon grain et l'huile, ça pousse ensemble. Il y avait des petites failles, j'allais dire, des scissions dans ce développement intégral, dans ces premières petites unités productives, qui en soi ne sont pas énormes, si elles sont compensées par de l'humanité, mais qui au fil du temps ont pu provoquer des déshumanifications. Des déshumanisation. Alors, première faille que je vois, une première, je dirais, séparation. C'est quand il y a eu besoin qu'on a séparé la propriété, les moyens de production et la gestion de l'entreprise. C'est venu d'où? C'est venu en particulier du développement des chemins de fer. Vous vous rendez compte, par exemple, aux États-Unis, les budgets pour créer le chemin de fer, c'était un quart du budget de l'État. Et bien sûr, le montant des capitaux nécessaires a fait que certaines personnes se sont spécialisées dans la finance et d'autres personnes dans la gestion. Et cette spécialisation, c'est pas qu'elle est mauvaise en soi, c'est pas qu'elle est condamnable, mais c'est beaucoup plus difficile de tenir les choses ensemble parce qu'il y a des logiques différentes qui se sont mises en route. Et on voit bien aujourd'hui la difficulté entre une logique financière, la logique de l'argent, qui a ses propres critères, et l'économie réelle, les entreprises. Le temps d'entreprise, le temps de la production est différent. Et on sent bien cette tension, encore aujourd'hui, qui fait que les mouvements financiers sont 50 fois plus élevés que ceux de l'économie réelle. Donc on montre à quel point les logiques ont des rythmes différents, des vitesses, et puis on a pu voir que ça provoque des crises. Et la crise de 2008, je crois, a bien secoué le système et les personnes et ont montré une grande fragilité dont
on voit encore les conséquences aujourd'hui. Ça, c'est la première faille. La deuxième faille, qui de nouveau, c'est pas un jugement, je dois aller un peu vite, excusez-moi, parce que normalement, chaque chose mériterait d'être plus développée. Mais c'est cette exigence de rentabilité, cette recherche d'économie, d'échelle, qui fait qu'on a spécialisé le travail et qu'il y a une division du travail entre ceux qui concevaient le travail et ceux qui exécutaient. Et je dirais ça a été la porte ouverte aussi à beaucoup de difficultés de remettre cette intégrité, cette entreprise qui marche ensemble, parce que ça a été bien sûr la porte ouverte à tout style de comportement. Et si la personne n'est pas imprégnée d'une forte humanité, il peut y avoir des excès de domination, il peut y avoir des pressions, et il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que, en plus, la structure hiérarchique des entreprises faisait que du haut vers le bas, la pyramide, le pouvoir descend, et puis finalement, au bout de la chaîne, les personnes sont des purs exécutants, d'où les propos de Marx. C'est en tout cas cet appauvrissement humain de la personne qu'on réduit à ce qu'elle produit, à la quantité de ce qu'elle produit, et que finalement, on la réduit à une dimension de sa personne. Donc ça, c'est déjà deux failles importantes. Une troisième faille, une troisième, je dirais, limite du système, c'est dans la manière dont on a considéré les débuts de l'économie et dont on a analysé la personne humaine. L'homo economicus, la personne humaine, c'est une personne rationnelle qui va choisir son intérêt propre, et toute la théorie économique derrière, microéconomique, ne parle que d'intérêt personnel et que de le plus pour le moins, le plus plutôt que le moins, et tout en termes quantitatifs. Or, de nouveau, cette vision de la personne ne va pas aider à chercher dans l'autre plutôt l'empathie, plutôt ce qui est bon, plutôt ce qui est gratuit. Et ça aussi, ça a été un phénomène qui a un peu enfermé la personne humaine, parce qu'on s'est dit, mais finalement, c'est pas le lieu de l'entreprise, du travail, de la vie économique, où la personne peut exprimer tout ce qu'elle a de bon, de gratuit, de généreux. Elle va aller le vivre ailleurs. Et je trouve que c'est presque triste de constater aujourd'hui que le bénévolat, finalement les gens font du bénévolat à côté de leur travail pour vivre ces qualités essentielles de gratuité, de dons aux autres. Parce que justement, ça n'a pas été intégré dès le départ dans la vision de la personne humaine. Aussi, juste pour montrer à quel point ces petites failles au début peuvent s'amplifier. Les différences de salaire dans l'entreprise étaient, au début de l'histoire du capitalisme, de 1 à 5, 1 à 10, 1 à 20 au début du XXe siècle. Elle était de 42 en 1980 aux États-Unis. En 2002, un peu après 2000, elle est de 531. La différence de salaire entre le salaire de base et le salaire des patrons. On comprend bien que là, c'est plus une petite faille, c'est plus une petite différence. C'est qu'il y a un abîme entre celui qui a la tête et celui qui est à la base. Et on peut comprendre que cet abîme ne permet pas de se comprendre, crée beaucoup de sentiments d'inégalité, d'injustice. Et ça, c'est né dans les années 80, avec cette libéralisation de l'économie, cette financiarisation de l'économie, qui à la fois a libéré la finance, mais qui aussi a permis ces grands écarts. En même temps, donc voilà, ça je vous ai un peu décrit cette situation et d'où viennent les failles aujourd'hui, mais qui en fait peuvent être, en tout cas, compensées par une humanisation croissante
Et c'est là toute la force de la doctrine sociale de l'Église qui va insuffler un autre esprit. Et c'est vrai, comme vous disiez, que l'exclusion est sécrétée par le système économique. On constatait ce matin qu'il y a 1 million de pauvres en plus en France entre 2002 et 2012, 30% en plus. Donc c'est vraiment, je dirais, un constat. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais de se rendre compte quand même que ça ne peut plus durer, qu'il y a des choses qui ont besoin de changer. Et je dirais un système qui n'intègre pas l'option préférentielle pour les pauvres, pour moi c'est un système qui va à sa perte. Parce qu'un système qui n'intègre pas les plus pauvres génère des poches de frustration, de violence, violence contre soi, violence contre les autres, sentiment d'injustice, et on crée des zones de non-droit, des zones qui sont explosives. Et donc je dirais, il y a l'option préférentielle pour les pauvres, c'est pas seulement, je dirais, de la charité bien ordonnée. Ça, c'est, je dirais, une condition de survie du système. Si on ne le fait pas par conviction, par charité, faisons-le au moins pour sauver le système. Pour le moment, on n'a pas trouvé d'autre système. Donc, il faut bien faire avec ce qu'on a. Mais soyons conscients que de ne pas prendre en compte les plus pauvres, eh bien, met en péril l'équilibre du système. Et donc, et ça j'arrive à la deuxième partie. Oui, juste encore une petite phrase d'un homme, d'un Britannique, un politique britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, il dit « Le royaume des cieux peut rouler à la vertu. » On est bien d'accord. En tout cas, le royaume sur terre, il roule avec le pétrole. Et c'est dire à quel point, je ne vais pas développer ce chapitre-là, mais tout